Euh, toujours, non, plutôt, on est passé au 14 février, et cette idée de travailler sur ce thème de la mort, mais en l'attaquant par un biais bien particulier. Euh, L'avant-dernier jour avant la mort, l'avant-dernier jour avant la mort d'un tel, après, ou alors avant ma mort, euh, le dernier jour de la vie d'une personne, le titre peut être changé, modifié. Il s'agit de parler de quelqu'un qui n'est pas, qui peut-être le mieux c'est de parler de quelqu'un qui n'est pas au courant de sa mort prochaine. Alors tout est de mettre en place une sorte de situation, un peu une situation apparemment de... On pourrait télescoper des choses, on pourrait mélanger un peu la légèreté et le côté grave de la perspective de la mort, le côté léger de la vie ordinaire, le côté un peu insouciant malgré tout, ou alors le côté très quotidien, très routinier, il se passe rien de bien et extraordinaire, c'est la vie telle qu'on la connaît depuis longtemps. Voilà, en 7 ans peut-être, on a quelques petites inquiétudes à propos peut-être d'une affection saisonnière, voilà, un petit souci qui peut nous atteindre comme ça peut ne pas l'être, voilà, des petits soucis. Alors on va dire peut-être quelques ennuis digestifs, quelques difficultés à trouver le sommeil ou alors à avoir un sommeil réparateur. Voilà, des choses, des soucis très ordinaires qui n'ont rien à voir avec le fait de devoir partir en entier, de devoir connaître la fin comme ça presque par inadvertance. C'est moi qui vais mourir, mais je ne suis pas au courant. Alors l'opposition, c'est-à-dire moi je sais que le personnage va mourir, lui il ne le sait pas. Donc tout ce que je pourrais dire va être, va être marqué par ça. Donc, je rallonge, je rallonge les préambules. J'ai oublié un aspect de ce préambule. Je ne sais pas, ça s'est perdu. Et ce n'est pas grave. Les choses sont aussi faites pour cela, pour qu'elles se perdent, pour qu'on les égare. Après, il n'y a rien qui va changer quoi que ce soit. On travaille sur la mort, mais on sait que c'est c'est juste un petit jeu un petit jeu qui va nous occuper pour nous faire oublier la vraie mort, la mort du narrateur, mais aussi la mort du personnage, de l'histoire, mais aussi la très prochaine mort du narrateur. En tout cas, il est question de mort et une question de vie aussi. Alors, c'est comment était cette vie avant la mort. Il y a une chose qui va changer. Il y a une chose qui va rendre, on ne pourrait pas dire qu'il n'y a pas d'intuition. Il n'y a pas de sentiment d'un danger quelconque. Juste, le personnage est comme ça. Le personnage se lève, il s'éveille, alors il met ses pieds dans ses chaussons et se dirige d'un pas traînant, un peu vers la fosse d'aisance. Il va se soulager, puis après,
il va se laver les mains, se laver le visage. Le personnage est dans son rituel le plus habituel, le plus... Et donc, il va voir, il va du côté, il va traverser le salon. C'est mon salon à moi, mon intérieur à moi que je transpose. Il va traverser le salon, il va se diriger vers la cuisine. Alors on va dire, le personnage, on va compliquer un peu la chose, on va dire le personnage est là, et puis d'habitude il trouve le petit déjeuner tout prêt. Alors ses tartines habituelles, et puis son café fait à sa convenance. Voilà, il aime le café un peu fort. Alors sa femme lui prépare toujours le café à sa convenance. Il trouve sa tasse de café bien fumante. Il s'assied, il s'assoit sur sa chaise. Cette chaise est dirigée vers la fenêtre. Comme ça, il peut voir le temps qu'il fait. Comme ça, il prend un peu la température du jour. Comme ça, il peut, ça dépend des saisons. Comme ça, il peut déjà se sentir, essayer de s'adapter à aux humeurs de la nature. S'il fait gris, il sait que ça va le mettre dans un état un peu moins léger, il va pas se sentir très en train. Il va être un peu dans le repli. Ça l'impacte, comme ça impacte tout le monde. Ça l'impacte le temps qu'il fait. Et quand il fait beau, quand il y a les petits oiseaux qui chantent, qui viennent un peu du côté de la fenêtre pour gober les petites choses, pour picorer dans la petite assiette qu'il leur met de côté. Il a toujours cet enchantement de voir les oiseaux aller et venir, petits objets volants, multicolores. Ça, les oiseaux font ce que font toujours les oiseaux. Ils s'occupent de leurs affaires, ils viennent s'approvisionner, après ils partent, ils reviennent au fur et à mesure de leurs besoins. Lui, il est là pour... et donc, il sait qu'il va être, s'il voit les oiseaux, s'il les entend chanter, etc., ça le met d'humeur joyeuse. Il se sent tout guilleret. C'est une belle journée. Alors il fait un grand sourire à sa femme, il la regarde avec un peu de désir. Il lui reste du désir pour cette personne qui l'accompagne depuis maintenant 40 ans. C'est vrai, il la regarde dans les yeux et il lui fait sourire, ce sourire qu'il a toujours charmé. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Sa femme n'est pas là, il se retrouve à devoir préparer son petit déjeuner, passer. Alors il ouvre les placards, il regarde un peu partout. Alors il ne s'oriente pas dans cette cuisine. Alors, laborieusement, il commence par sortir le pot de confiture et laborieusement, il sort les couverts, il pose le beurre et puis il se met à chercher le café, il le trouve et il ne sait pas comment il faut faire, il n'a pas l'habitude. Alors, il essaie maladroitement de suivre les dosages. Alors, il dit voilà, une cuillère égale un niveau d'eau, etc., etc. Il veut, mais il n'est pas du tout rassuré. Il sait que le café ne peut pas être bon aujourd'hui. Sa femme avait de bonnes raisons de partir dans sa famille. Sa mère venait de mourir. Lui, il n'a pas pu l'accompagner puisqu'il avait des obligations officielles. Il devait recevoir un grand
responsable qui est venu en visite de contrôle dans la région. Le ministère l'a envoyé. Il devait un peu contrôler la bonne marche de l'entreprise. Il devait s'assurer que tout se passait normalement, que les plans étaient respectés, que la production était de qualité. Ce responsable hiérarchique, ce responsable administratif avait tous les pouvoirs. Il ne pouvait donc se rendre indisponible, et donc il était là, et il devait quand même être là avant l'arrivée du responsable. Donc il s'était levé tôt. Il faut dire qu'il n'a presque pas dormi. Il se levait par intermittence pour regarder l'heure, pour ne pas créer d'incident, pour ne pas se lever très tard et risquer de se faire quelque peu reprendre par le responsable. Il était le responsable de l'entreprise, il devait être là le premier. Il s'est levé à 5 heures, là il est 6 heures, et bientôt il va devoir quitter chez lui, prendre sa voiture et essayer d'arriver le plus tôt possible, le plus vite possible à son lieu de travail, sur son lieu de travail. Donc il est là, c'est pour l'instant, ils se sont encore dans un état un peu comateux. C'est vrai que tant qu'il n'a pas pris son café, il se sent un peu il est dans un état un peu confus. Il s'assoit comme d'habitude, et puis il se reverse du café, et puis il le porte à ses lèvres, et puis il se rend compte qu'il est infâme, que c'est un café qui n'est pas buvable. Alors il a l'impression de recevoir un coup sur la tête, et quelque part il commence à perdre de ses moyens. Sans le café, il n'est bon à rien. Il lui faut du temps pour retrouver ses réflexes, voilà, tellement dépendant du café que alors il boit ce café qu'il n'aurait jamais cru pouvoir boire. Il le boit jusqu'à la dernière goutte. Voici donc la journée qui commence mal. Donc ça l'inquiète. Ça présage rien de bien. Donc, il est là à penser. Il pense qu'il ne connaît pas trop ce contrôleur envoyé de la capitale. Ça doit être un homme sévère, un homme strict, qu'on ne peut acheter, qu'on ne peut amadouer en aucune manière. Cet homme est là pour exécuter la tâche pour laquelle on l'a envoyé en région, et il devait être porteur de consignes très, très strictes. Il ne faut pas montrer la moindre tolérance vis-à-vis des irrégularités de toutes sortes. Il faut taper sur il faut sanctionner tout manquement à la tout manquement à la ligne du parti. Ça y est, je suis dans la Russie, je suis dans un pays social populaire. J'ai vraiment du mal parce que j'explique. Donc, en passant devant la radio, devant France Culture, j'entends parler de la mort
de dernier jour avant la mort, je ne sais pas quoi, d'Ivan Illich, et ça me tape dans la tête. Évidemment, j'essaie de lire un petit quelque chose sur ce livre, et ça y est, j'essaie de faire quelque chose dans un dispositif cynique, vraiment très situé géographiquement. Je sais pas, j'ai du mal. Alors voilà, c'est le plan, l'État un peu centralisé quand même, centralisme démocratique, et puis voilà, des responsables, une sorte d'hierarchie un peu dans les divers secteurs de la production. Il y a des objectifs, il y a des impératifs, il y a une question de productivité. J'ai parlé de la qualité, mais quelquefois il s'agissait pas toujours de qualité, mais de quantité. Alors le système planificateur n'était pas toujours très rationnel, et il imposait aux acteurs, il n'était pas toujours très raisonnable, il imposait des objectifs au-delà de toute possibilité de réalisation, donc on devait ruser avec lui. Alors voilà donc ces derniers jours avant la mort, derniers jours, on peut dire que voilà, j'ai envie d'appeler ce héros, ce personnage, Ivan Illich. Bon, quelque part, c'est pas grave, hein. De toute façon, peu importe le mot, peu importe le nom. Alors il s'agit de Sergueï, on va l'appeler Sergueï, tant qu'à faire, pourquoi pas. Alors un Serge, saint de son état. Et après donc, voilà, alors il faut s'habiller, puisque c'est l'heure de s'habiller. Il choisit son meilleur costume, évidemment, le costume que sa femme avait gardé pour les grandes occasions, ou qui gardait lui pour les grandes occasions. Il était toujours bien repassé, toujours protégé par une couche de plastique. Il ne devait pas être accessible au mythe, et voilà, il devait durer longtemps. Et c'est vrai que c'est un costume qu'il a depuis ses 20 ans. Et c'est vrai que depuis, il a forci, mais il essaie toujours de rentrer dans son costume, parce que c'est lui, comment dire, ça lui donne une forme d'assurance, d'avoir finalement ce costume lui a porté chance, était toujours, il était présent dans les grandes occasions de sa vie, le jour de son mariage, la naissance de son fils aîné, et puis la fille cadette, et puis le jour où il fut promu et nommé responsable de l'usine centrale, on va dire l'usine centrale, je sais pas quoi, secteur stratégique, l'acier, ou ça peut être l'énergie, peu importe le secteur, en tout cas un secteur quand même qui compte. Alors j'ai parlé de production, peut-être c'est pas ça. Pour vraiment quelquefois il faut qu'il y ait peut-être une usine qui est dans le cadre des biens de consommation, les biens d'équipement, peut-être ça peut être, mais en passant dans les biens de consommation qui peut-être posent plus de problèmes pour ce qui est du ravitaillement, comment finalement disposer des matières premières pour fabriquer les quantités exigées par la direction, etc., etc. Et toujours un problème de fournisseur, un problème de sous-traitance. Et on voit là que, évidemment, le problème que connaissait la population, c'est-à-dire toujours
des problèmes pour disposer des denrées essentielles. Et là, une usine qui fabriquait peut-être une denrée essentielle particulière. Je quitte toujours pas l'univers social ou démocrate populaire. Voilà, je suis condamné. En tout cas donc, il met ses chaussures les plus les moins usées, donc elles étaient toujours cirées impeccablement, toujours prêtes. Il lui suffisait juste d'enfiler ses chaussettes et de serrer ses lacets, et puis ça y est, il était prêt. Il ouvre la porte, il hésite un instant avant de mettre le premier pas sur le palier, il hésite. Il était pris d'une sorte d'appréhension, une petite crainte. D'habitude, il se lançait tranquillement, finalement, à la conquête des escaliers, il les descendait sans avoir la moindre hésitation. Voilà, là, finalement, il était obligé quand même de s'extraire de chez lui. Il ferme la porte, double tour, il s'assure que c'est bien fermé, et puis il remet en place son costume et il fait une sorte de geste comme ça, comme s'il devait remettre le vêtement en place. Voilà, c'est bon, un dernier geste de contrôle, c'est bon, il faut y aller. Il rencontre un voisin, une voisine, quelqu'un dans les escaliers. L'ascenseur ne marchant plus depuis un moment, donc il fallait descendre. Mais ça lui faisait... D'habitude, il prenait ça pour un exercice bénéfique pour la santé. D'ailleurs, ça faisait partie des recommandations du parti. Le parti recommandait toujours de faire de l'exercice, car ça entretenait le physique et le moral des citoyens. Et donc, voilà qu'il... Bonjour, monsieur Sergueï. Bonjour. Il sourit un peu mécaniquement à son voisin, à sa voisine. Et puis, il continue de descendre les escaliers. Il arrive... bientôt, il est devant l'immeuble et bientôt, il tourne la clé dans sa voiture, cette petite voiture, mais qui est en bon état, bien entretenue et toujours prête. Quoi qu'il fasse, qu'il gèle ou qu'il ne gèle pas, elle est toujours sa fidèle servante, sa fidèle compagne. Et puis voilà, il se glisse dans la file des voitures qui étaient déjà bien. Voilà, il espère qu'il n'y aura pas d'embouteillage. Là, je reviens à des problématiques locales. Mal à 6h et quelques, à 7, on va dire à 6h et quelques du matin, je me vois mal dans un pays tel que la possibilité de beaucoup d'embouteillage. Mais l'embouteillage est une problématique vraiment qu'il faut savoir, qu'il faut glisser un peu partout. Voici donc le dernier. C'est marrant comment on peut tracer quelque chose et puis après on a du mal. On est entré. J'ai oublié la partie, le dispositif qui veut que chaque fois, comme si le personnage avait un pressentiment. J'ai oublié. Là, je devais laisser le personnage sans pressentiment justement de la mort, sans quelque part. Et puis je devais le laisser complètement dans ses préoccupations. Là, j'ai pas fait dans nos préoccupations ordinaires. J'ai fait quand même venir un événement, produire un événement
assez exceptionnel. Donc les visites, ce n'est pas chaque année, c'est finalement peut-être des événements beaucoup plus espacés. Mais là, je ne sais pas pourquoi. J'avais besoin de mettre un peu le personnage sous pression, mais là, c'était pas le but. Il fallait le mettre dans un état totalement, presque un état de nonchalance, un état léger, pas du tout préoccupé. Donc c'est une erreur déjà. Après, on peut corriger, il est possible de tout reprendre, mais l'idée de la mort brusque, de la mort soudaine, comment créer la balance entre les deux moments. Il y a un moment pendant lequel il ne se passe rien de particulier. C'est vrai, on voudrait singulariser chaque moment et chaque instant, on n'y arriverait pas. Et je peux dire, tiens, le mercredi 12 de cette année, et je suis tombé sur un mois où le 12 tombait un mercredi, c'est le hasard, on a dit, si on devait donner une couleur, après, à une journée, si on devait, on arriverait vite à épuiser toutes les couleurs et toutes les nuances de couleurs. Si on devait donner un nom, si on devait donner une note, on se fatiguerait finalement devant le côté un peu rébarbatif, le côté presque inutile de cet exercice. On ne peut pas. Alors la vie qu'on a, c'est une vie qu'on a comme ça, finalement au fur et à mesure, elle devient, elle constitue une sorte d'éléments comme ça massifs. Alors, comme si un jour, les jours se exerçaient une sorte de pression les uns sur les autres et finalement, comme si ça se compactait. Voilà, et un compactage, et après on ne distingue plus rien. C'est vrai que ça pouvait faire penser, ça peut toujours faire penser à quelque chose, mais on distingue encore quelques éléments, mais dans l'ensemble, on ne peut plus, il y a des choses qui ont disparu totalement. Il y a des jours et des mois et des années qui ne sont plus, dont on n'a même plus conscience. Tellement elles se sont fondues dans les autres années. Et voilà, c'est comme ça. Alors, cet aspect des choses fait qu'on ne prête plus attention au fait que les jours, malgré tout, sont comptés. Et que n'importe quand, n'importe quel moment, il peut se produire un événement, tranchant, un événement d'ampleur. Ainsi, la mort, c'est un événement d'une grande ampleur pour la collectivité concernée. La petite collectivité que constitue une famille, les proches, la famille et les proches de la personne morte. Alors voilà, donc ce dispositif, il est là. Après, qu'est-ce qu'on peut en faire? Il faudrait, pour vraiment, il faudrait, je ne sais pas, pour donner un peu plus de poids, il faudrait, non seulement il y a le côté léger, mais il y a le côté même euphorique de la situation. Il faudrait, je ne sais pas, quelqu'un qui attend depuis longtemps de recevoir quelque chose, et puis il la reçoit ce jour d'avant, dernier jour de sa vie. Dernier jour de sa vie, il reçoit une gratification, il reçoit, je ne sais pas, un émolument, des émoluments, il reçoit un prix, il est reconnu par ses pairs, il devient une sorte de héros. En fait, c'est son heure de consécration et c'est son ultime heure se caractérise
par une ultime consécration, un ultime instant un ultime instant de, 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 de glorification et voilà, alors comme ces gens qui envoient, je sais pas, comme si on devait aller se sacrifier, mais ça se passe pas comme ça. Quand on sait qu'on va vers la mort, les choses sont beaucoup moins, finalement, on reçoit un baiser. Peut-être que, je sais pas, on peut, dernier, comme pour la dernière cigarette de condamné, on pourrait, tiens, dernier rapport sexuel, peut-être il y aura des promesses, on va faire des promesses, on va dire une messe à ta mémoire, etc. Mais en général, les choses se passent presque de façon très simple. Il n'y a pas de mélodrame, il n'y a pas d'exagération dans les attitudes. On continue de faire comme on fait toujours. Puis au dernier moment, on, on fait des accolades à celui qui va se suicider pour la cause, pour la patrie ou pour une cause. Ah, il fait une dernière accolade, on lui dit à bientôt, à bientôt, à très vite, au revoir. Voilà, et puis il part remplir sa mission. Alors que dans ce dispositif, il s'agit de donner un maximum. Mais ça ne marche pas encore tout à fait. Alors pour vraiment faire une sorte d'opposition, alors il y a les bonheurs, les grands bonheurs, puis il y a les bonheurs tout simples. Est-ce que le bonheur tout simple, est-ce quand on a toute sa vie à essayer de composer avec certains souvenirs, avec souvenirs un peu amers, et que un jour comme ça, un jour, un jour particulier, on a une sorte de paix intérieure. On a ces souvenirs, mais en même temps, on a pour la première fois un rapport apaisé, on a une sorte de rapport avec, avec ces souvenirs, rapport presque de gratitude. Je suis reconnaissant d'avoir encore la capacité de me souvenir de toi, même si cela m'a toujours fait mal, mais aujourd'hui je suis heureux. Je suis heureux de ne pas t'avoir oublié, de pouvoir encore pouvoir te voir et voir finalement avoir encore une image intacte, une image claire de toi. Et puis là aussi dans le même ordre d'idée, on pourrait avoir, je sais pas, une personne qu'on a aimée, une personne qui nous a vraiment aimé aussi. Peut-être que ça n'a pas duré longtemps, mais qui nous a tenu tout près d'elle, qui nous a qui nous a entourés de ses bras, et simplement ce geste-là, elle l'a accompli. On ne peut pas le nier. Mais aujourd'hui, c'est ce geste-là qui triomphe de tout le reste. Aujourd'hui, c'est une nostalgie, une belle nostalgie. C'est pas de cette nostalgie qui est très pénible, très affectante, presque Aujourd'hui, je ne vais pas me culpabiliser. Voilà. Alors le bonheur simple, c'est d'être dans une sorte de légèreté, une sorte de moins possédé par ses démons. Alors, moins possédé par sa culpabilité, par ses malheurs, par ses échecs, par toutes ces choses-là. Donc, j'avais prévu, je me disais, tu vas parler, et en même temps, tu vas pouvoir aller visiter les pages que tu étais en train de visiter avant,
c'est pas possible, c'est pas possible de faire. Alors, ce travail, il est fait contre l'Internet et contre la servitude volontaire, involontaire vis-à-vis de l'Internet. Alors, je le savais quelque part intuitivement que finalement, quand je me mets à parler, je ne peux pas faire autre chose. Je peux même pas, je même pas prendre la souris entre mes mains, encore moins aller me promener dans un espace ou un autre. Je dois rester concentré parce que la prise de parole mobilise tout ce que j'ai en ressources. Donc voilà, c'est très particulier. Alors, euh, j'ai agi de façon opportuniste. J'ai sauté sur cette, la mort d'Ivan Illich. Je ne pense pas connaître cette œuvre-là ou cette création. J'ai pas tellement, je sais pas. La littérature russe, ça, j'ai lu Guerre et Paix, j'ai lu d'autres écrivains, mais dans ma vie toute jeune, j'ai pas réussi à lire un peu les œuvres des frères Karamazov ou des choses comme ça, parce que ça, c'était trop dur. J'aime pas la littérature qui fait mal, comme on dit. Et donc, là où il y a une sorte de souffrance, une sorte d'univers un peu misérable, un peu qui pèse sur l'individu, qui pèse sur les personnages, j'ai du mal. Je trouve pas de plaisir à ça, puisque j'avais quelque chose comme ça déjà sous la main. J'avais pas besoin de j'avais mon content de cela. J'avais pas besoin d'aller finalement mon j'avais pas besoin d'aller en prendre ailleurs. Peut-être j'avais une idée un peu pas très, j'allais dire, pas très objectif, c'est ce qui est le malheur, ou ce qui est la souffrance, mais peu importe, on n'a jamais une idée objective. Après, c'est le malheur, c'est la chose qui vous indispose, c'est la chose qui vous est pénible. Donc c'est ça, la souffrance, c'est la chose dont on ne peut pas venir à bout. Après, c'est donc la littérature russe, c'est pas spécialement mon univers, et j'ai pas de regrets par rapport à ça. Après, le dispositif que je voulais mettre en place, c'est c'est ça qui est marrant. Alors, ça me satisfait pas. Jusqu'à maintenant, je suis pas satisfait de l'évolution de la chose. Je peux pas être satisfait. C'est un premier jet. Ça restera comme ça. C'était juste de un peu. Le cadre est difficile et souvent on trouve que le cadre est un peu trop téléphoné. C'est des choses qu'on ramène de sa propre pratique, de ce propre univers. Et c'est pas assez. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas suffisamment d'inventivité dans cette affaire. Il y a juste comme une sorte de récit que l'on fait. Et c'est pas ça le but. C'est pas de faire un récit, c'est de faire une sorte c'est de mettre en place deux univers, deux moments de temporalité, on va dire, qui se posent et qui vont conduire, qui vont faire en sorte d'amplifier la sensation de drame et la sensation de basculement. Voilà, comment l'on peut basculer, et comme je suis intéressé par l'idée de basculement, à laquelle j'essaie de me préparer de tout mon corps, mais évidemment je n'y arriverai pas totalement. Voilà donc ce dispositif. Alors il faut que le personnage il soit je ne sais pas comment, puisque une journée avant, ça fait que moi aussi je suis prisonnier de ce dispositif. Je ne peux pas faire remonter plus en arrière. Je dois rester, je ne peux pas parler 2 jours avant. Je suis obligé de rester dans un jour avant.
Et c'est vrai qu'un jour avant, c'est pour marquer réellement. On peut dire 2 jours avant, 3 jours avant. Ben, un jour avant, c'est pour parler que la chose va connaître un renversement. Vraiment, on va passer, même si la mort, finalement, n'est pas la fin, mais la mort est quand même un changement d'ampleur, est un changement assez conséquent. Ça vous rend indisponible pour tout un tas de tâches. Ça vous affecte ailleurs. Ça vous déplace. Alors ce n'est pas quelqu'un que l'on punit ou que l'on déplace dans les camps parce qu'il aurait déplu, mais c'est carrément le passage dans un autre monde dont on ignore tout, la totalité. Un monde qui a peut-être ses propres règles, ses propres lois, ses propres conditions de vie, etc. Ou conditions de mort. Je sais pas, on ne sait pas comment on parle. On imagine, vu que le vide n'existe pas, on imagine que c'est un monde qui quand même doté d'une certaine consistance. Après, l'atome aussi a une certaine consistance et pourtant on n'en est pas conscient. Donc voilà, tout ce qui échappe à nos sens, tout ce qui nous est impossible d'approcher, de sentir, de ressentir, d'éprouver, la mort fait partie de ces choses que l'on ne peut qu'on ne peut connaître, sauf finalement à y laisser sa peau. On connaît la mort quand on est mort. Après, il ne nous est pas possible de revenir pour en parler ou pour en faire un récit ou un autre. Un récit d'une nature ou d'une autre. Donc, alors évidemment, on voit le déplacement de personnages, comment ils se déplacent, de, comme s'il allait vers le lieu de son exécution. Là, il va être soumis à la question. Il va être peut-être réprimandé, peut-être que on ne sait pas quel est réellement le pouvoir de cet inspecteur et vraiment quel est le degré finalement de sa degré de sévérité ou le côté perfectionniste qu'il va avoir, ce qu'il va chercher à savoir tout la totalité des mouvements, la totalité, connaître jusqu'au dernier investissement fait, etc., etc. Tout contrôler de la chaîne, je ne sais pas, la chaîne de commandement, tout ne rien laisser. Ça va peut-être lui prendre plusieurs jours, on va dire. Et donc, il risque de découvrir quelque chose qui aurait pu, même pas, qui serait resté un peu ignoré même des responsables de l'entreprise ou de l'usine. Voilà. C'est de l'unité de production, on va dire. C'est vrai, on peut pas tout savoir, on ne peut pas tout contrôler. Il y a tout un tas de gens dont c'est le métier, de chacun selon sa spécialité, selon selon la fonction qu'il exerce. Et donc, en tant que directeur, je délègue. Après, donc, il est possible qu'un de mes délégués ne soit pas totalement finalement un de mes délégués ne soit pas exemple de reproche, voilà, qu'il ait commis
une sorte d'impair, voilà, un niveau ou un autre. Ah, donc c'est vrai que c'est un peu lourd, hein, ce passage, un peu convenu, un peu, on se sert des éléments. C'est ça qui me frappe dans cette affaire, c'est qu'on est dans le convenu le plus total et on se sert de stéréotypes et on ne peut pas aller au-delà du stéréotype. En tout cas, moi, je ne peux pas actuellement. Il faudrait euh, déstructurer tout cela et finalement avancer comme, je sais pas, comme dans un paysage abstrait presque. Ne plus faire appel à un réel qui lui est très prédictible, hein, c'est prévisible. Il faut sortir du cadre qui semble sur le point de se matérialiser. Il faut presque tout désinstaller et recommencer. Alors, je n'en sais rien. La mort, on peut dire à l'heure, dernière heure avant sa mort, ou l'ultime heure avant sa mort. On peut dire à quelqu'un qui meurt dans un rapport, lors d'un rapport sexuel, c'est la dernière seconde avant sa mort. Euh, mais là, le fait de vouloir mettre le personnage dans quelque chose d'exceptionnel, voilà. Donc, en tout cas, je laisse je laisse cela ouvert. Qui veut finalement s'en occuper, et évidemment, est invité à le faire. C'est comment. Alors, peut-être qu'il faut changer le lieu géographique, un peu le cadre spatial et qu'il faut se déplacer ailleurs. Alors, euh, on pourrait parler d'un enchaînement des choses qui, lui, en fait, un enchaînement qui est totalement étranger à soi, totalement hors connaissance de soi, hors conscience de soi. On va dire, comme on voit dans les films documentaires, dans, ce, dans, cette, dans ce dispositif narratif qui est le propre des films animaliers, documentaires animaliers, voilà que un fauve, voilà un lion qui ne sait pas qui va être détrôné par d'autres lions. Lui, il est seul, il est avec un allié, et puis ils vont voir débarquer des lions plus jeunes et plus nombreux. Alors, 3, 4 en tout cas, suffisamment nombreux pour venir à bout des deux alliés. Donc, il y en a un qui va peut-être mourir sur place de ses blessures, mourir un peu plus loin, un peu plus tard, mais il y en a un qui va s'échapper et qui va devenir un lion errant qui ne va plus avoir de territoire à lui et qui va s'affaiblir et donc il va devoir se rabattre sur un gibier d'une nature un peu spéciale, devenir un lion dévoreur d'hommes ou d'humains. Et celui-là, c'est tout un enchaînement. Alors c'est un enchaînement un peu court. Il faudrait remonter la chaîne de causalité, la remonter un peu plus loin, faire en sorte que d'une petite goutte qui tombe dans des milliers de kilomètres va finalement se construire ou se mettre en place une sorte de vague monstrueuse, une sorte de déferlante qui va tout détruire, mais là encore, donc détruire les vies de personnes qui n'avaient pas d'idées sur cela, qui ne pouvaient pas penser cela et l'anticiper. Une petite goutte d'eau n'est pas responsable, elle toute seule. On ne peut pas l'impliquer dans la catastrophe qui va se produire. Pourtant, elle va devenir partie prenante de cette affaire-là.
petite goutte. Donc la chaîne de causalité peut débuter de façon presque, presque insoupçonnable ou insoupçonnée. Et puis il y a comme une amplification, comme une sorte de phénomène d'agrégation les choses prenant plus de force et plus d'élan et pour arriver finalement à mettre à bas la vie, la vie d'un homme. Quoique, on ne pourrait pas dire que tout cela, c'est juste pour tuer un être humain. C'est un être humain, et, on va dire, il y aurait un dispositif, un énorme, finalement, un énorme investissement, rien que pour. Il faudrait que cette personne qui va mourir soit d'une singularité, soit représente quelque chose de bien particulier. Alors c'est quoi dire le Bouddha des temps modernes, quelqu'un qui allait vraiment être très important, qui allait peut-être, on va dire, rénover le message bouddhique, et lui le renouveler, qui avait, voilà, on va dire, là il y a quelqu'un qui va savoir comment réconcilier des frères ennemis, quelqu'un qui va comme par exemple, je sais pas, le Pakistan et l'Inde, il y a quelqu'un, et le Bangladesh, il y a quelqu'un qui qui va savoir comment faire pour réunifier ces trois pays qui ne faisaient qu'un à un certain moment, même si l'Inde, c'était un pays qui était toujours très divisé, il ne faisait qu'un du temps des occupants. Il faisait pas, avant les occupants, c'était un pays morcelé. Donc l'Inde n'a jamais été un pays unifié. Donc c'est vraiment une création des Britanniques. Et donc quelque part des Brites. Et quelque part c'est là aussi c'est juste pour empêcher la naissance ou la déclaration, les déclarations de guerre, la naissance de conflits supplémentaires pour des questions de territoire. Donc si on est ensemble, on n'a plus de raison de se faire la guerre, et à ce moment-là, c'est quand même l'assurance pour des millions de gens de pouvoir vivre leur vie misérable peut-être, mais leur vie sans recevoir finalement, sans devoir aller à la guerre, sans devoir accepter, devoir déménager, devoir aller se réfugier quelque part. Il y a la guerre produit des horreurs de toutes sortes, et la vie ordinaire, même avec ses caractères pas toujours très acceptables, avec ses côtés, avec les inégalités, avec toutes sortes de situations difficiles pour beaucoup de gens. Malgré tout, c'est mieux que les temps de guerre, c'est mieux que les temps de tension, c'est mieux que d'aller se retrouver à se battre contre quelqu'un qui vous ressemble, qui est peut-être juste une sorte voilà donc comment installer ce dispositif. Et là j'arrive à la fin, puisque j'ai pas su comment faire pour installer le dispositif, mais je montre par là même que j'avais de la volonté, mais que après, en cours de route, j'ai un peu flanché, j'ai lâché le morceau, mais c'est intéressant de construire quelque chose. Alors, je ne suis pas contre le travail, il y a plusieurs dans cette affaire-là. Encore faut-il que le thème soit intéressant et ait un caractère interpellant. La mort n'est plus tellement un sujet
très mobilisateur. On meurt en silence, toutes sortes de gens meurent, les gens disparaissent comme ça du jour au lendemain, réduits à l'état de cendre, même pas pour des raisons, de croyance, c'est juste comme ça. Alors, la matière qui a été un corps devient une matière est réduite à pas grand chose, à ses constituants les plus ultimes. Ce n'est pas très glorieux comme fin, et voilà, donc la mort est devenue n'est plus un événement en soi, n'est plus quelque chose qui nous révolte ou qui nous secoue. Alors, à une époque, j'avais pensé à ça tout à l'heure. On disait la mort d'un vieil homme, quelqu'un en Afrique disait ça, la mort d'un vieil homme, c'est la mort d'une bibliothèque. Mais la mort d'un être humain, c'est aussi la mort d'une partie de l'humanité. C'est même si l'humanité, etc., tout ce qu'on peut dire contre l'humanisme et contre le fait d'avoir le fait de défendre l'humain. Après, on connaît, on a tout un tas d'éléments, d'arguments qui peuvent relativiser ce philo anthropique, mais peu importe, peu importe. Il y a quand même une chose terrible, et c'est pas si dans cette situation l'être humain se devenait autre chose, s'il accédait à une autre dimension, à part celle de devenir de la cendre, s'il se sublimait d'une certaine façon, et que les gens qui étaient avec nous devenaient des sortes d'anges gardiens, des sortes de consciences désincarnées qui participeraient avec nous à la sauvegarde du monde et à la pérennité de ce monde, à la pérennité des vivants, parce que peut-être la vie serait à ce moment-là une sorte de... J'en sais rien, puisque spécialement dans le débat entre le déterminé et l'indéterminé, entre le libre arbitre et finalement la prédestination, simplement il y a ça. Alors la mort, c'est l'occasion de se remémorer, l'occasion de réfléchir. La mort d'un être, c'est réfléchir sur la sienne aussi, et puis d'essayer d'avoir un rapport différent à la vie, et de moins la considérer comme une sorte d'élément, presque une sorte trouve de cesser de considérer la vie comme quelque chose de fade, comme quelque chose de pas terrible. La vie est quelque chose d'assez exceptionnel. Elle nous permet peut-être de tenter de réaliser quelques-uns de nos rêves, de parvenir à être plus que ce que l'on a été. La vie nous donne quelquefois la possibilité comme ça d'essayer de pratiquer une sorte d'ascèse. Et voilà, j'essaie de parvenir à une version très améliorée de moi-même, une version la plus épurée possible. Et voilà, donc je travaille pour ça. Après, voilà, donc ma vie aura servi peut-être dans un effort collectif un effort collectif pour tenter de parvenir à une compréhension, à une meilleure compréhension du monde et de notre rôle et de notre rôle dans ce monde, si là on avait un quelconque rôle, parce qu'après
c'est une autre discussion. Et là, je noie ce que j'étais en train de faire, je le noie sous des propos assez généraux. Ça démontre que je suis arrivé à la fin, mais ça reste toujours. Alors, il faut... De là, on voit la différence entre l'écriture orale et puis l'écriture manuscrite, l'écriture classique. Ça peut aller plus vite et beaucoup plus loin, mais en même temps, il n'est pas possible de corriger. Aussi, on peut toujours corriger, mais on ne peut pas effacer, on ne peut pas changer de feuille, on peut pas, il faut faire avec ce que l'on a mis en place, qui devient ineffaçable. Mais ça va plus vite quand même que l'écrit. C'est assez particulier à signaler. Ça, et on pourrait se prendre au jeu. Voilà, et c'est toujours assez particulier, assez perturbant le fait de voir comment l'on peut faire bouger un personnage. Après, on se trouve des sortes de talons cachés, comment commencer à densifier le jeu, comment on peut créer un personnage central, puis ajouter un autre de personnages secondaires, puis peut-être des figurants, etc. On peut comme ça agrandir le tableau et mettre de plus en plus de monde et finalement donner des rôles à beaucoup de gens et voilà, et faire en sorte que tout ce monde soit dans une sorte de mouvement assez comment dire, que tout le monde ne soit pas dans une sorte de... que finalement l'ensemble tienne malgré peut-être la multitude des actions et la multitude des personnages et que malgré tout, finalement, il y a des lois qui régissent ou qui régiraient l'ensemble et donc ces lois s'imposant à tous et voilà, le paysage ou la scène ou voilà, pourrait toujours pourrait devenir crédible et assez vraisemblable. Donc c'est la recherche d'une vraisemblabilité et en même temps de quelque chose à côté. Il faut donc des éléments du réel, mais en même temps, il faut savoir passer outre les contraintes du réel. Et je clôt ce moment que j'ai passé voilà, à faire ce que j'ai essayé de faire.